Imaginez le silence le plus absolu que vous ayez jamais entendu de votre vie. Maintenant, prenez ce silence et placez-le en rase campagne, aux abords de Moscou, au beau milieu d'une nuit de décembre 1941. Le froid là-bas n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Ce n'est pas ce petit givre qui brûle à peine l'herbe des pâturages. C'est un froid qui vous transperce les os, qui fait craquer l'acier et qui transforme l'huile de moteur en une sorte de chewing-gum ou de graisse épaisse. Le thermomètre affiche moins 35 degrés. À cette température, la vie s'arrête. La biologie baisse les bras. Et pour les Allemands, la technologie a elle aussi décidé de prendre des vacances. Hans était là. C'était un jeune membre d'équipage allemand, formé dans la meilleure académie militaire d'Europe, convaincu que l'ingénierie de son pays était imbattable. Il se trouvait à l'intérieur d'un char Tiger, un joyau de mécanique, un monstre d'acier qui devait semer la terreur sur les champs de bataille. Mais Hans avait un problème immédiat et désespéré. Il devait absolument faire démarrer ce moteur. Il tournait la clé, tentait de lancer le démarrage, mais n'entendait qu'un claquement sec, métallique, sans vie. Le démarreur gémissait, mais le moteur principal ne bronchait pas. L'huile était figée par le gel. Les engrenages étaient bloqués par la glace. L'armée la plus moderne du monde était littéralement paralysée par la météo. Tandis que Hans frappait sur le tableau de bord, sentant le désespoir lui nouer la gorge, un son différent commença à déchirer l'air. Ce n'était pas le gémissement d'un moteur fatigué, c'était un rugissement, un bruit sourd vibrant qui semblait surgir des entrailles même de la terre. C'était le son d'un moteur diesel soviétique. Ivan, de l'autre côté de la ligne de front, ne connaissait pas la même galère. Il grimpa sur son T-34, une machine à l'aspect brut, presque rustique comparée au char allemand, mais qui cachait un secret. Elle avait été conçue pour cet enfer. Ivan lança le contact et le monstre soviétique s'éveilla du premier coup, crachant une fumée noire et épaisse qui tranchait avec la neige immaculée. Le T-34 commença à avancer, ses larges chenilles écrasant la glace avec une aisance qui résonnait comme une insulte pour les Allemands. Ce moment précis, au milieu de nulle part, représentait le pire cauchemar des généraux d'Hitler. Le général Heinz Guderian, l'homme qui avait pratiquement inventé la tactique de la guerre éclair, la célèbre Blitzkrieg, commençait à comprendre que sa confiance absolue dans la technologie allemande s'était transformée en piège. Il parcourait les rapports, n'en croyant pas ses yeux. Comment était-il possible qu'un char soviétique, qu'il considérait comme inférieur, puisse opérer pendant 12 heures d'affilée sans s'arrêter, alors que les fiers blindés allemands devaient allumer des feux sous leur châssis juste pour tenter de dégeler le moteur? La supériorité technologique, qui avait toujours fait la fierté de l'Allemagne, était en train de s'effondrer face à la physique élémentaire et à un design qui privilégiait la survie à la perfection. Le T-34 n'était pas seulement un char, c'était une réponse brutale à une question que les Allemands ne s'étaient même pas posée. Alors que le Tiger était une horloge suisse géante, coûteuse et délicate, le T-34 était un marteau de forgeron, simple, efficace et quasi indestructible. Ce choc des réalités a changé le cours de l'histoire et a transformé l'optimisme allemand en une panique sourde qui a remonté tous les échelons jusqu'au haut commandement. On entend souvent dire que l'Allemagne possédait les meilleures armes, mais la vérité est bien plus complexe et fascinante que cela. Ce qui s'est passé dans les steppes russes fut une leçon d'humilité écrite dans le sang et l'acier gelé. Le mythe de l'invincibilité était en train de fondre, ou plutôt de geler sur place avec les troupes du front. Et derrière cette machine russe que rien n'arrêtait, il y avait l'histoire d'un homme nommé Mikhaïl Kochkine. C'était l'ingénieur visionnaire qui avait conçu le T-34 et qui, littéralement, a sacrifié sa santé et sa vie pour prouver que sa création était ce dont l'Union soviétique avait besoin pour survivre. Dans ce documentaire, nous allons plonger au cœur de cette crise humaine et technologique. Nous verrons comment le général Georgi Zhukov a utilisé cette résilience des machines russes pour lancer une contre-attaque que personne n'attendait. Nous allons sentir l'odeur du gasoil et le goût métallique de la peur qui a envahi les soldats comme Hans, voyant leur machine parfaite les lâcher au moment où ils en avaient le plus besoin. C'est une histoire d'ingénierie, mais c'est avant tout une histoire de survie extrême. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour vivre le passé comme jamais auparavant. Ce que les Allemands ont trouvé en 1941 n'était pas seulement une armée, c'était un mur d'acier qui refusait de s'arrêter. Ils étaient habitués à des victoires rapides en Europe,
là où les routes étaient bonnes et le climat clément. Mais la Russie était un autre monde. C'était un endroit où les distances étaient infinies et où la nature était une ennemie tout aussi redoutable que le soldat fusil au poing. Guderian, dans ses mémoires, a décrit le choc de voir le premier T-34. Il a raconté que c'était comme si un fantôme était apparu sur le champ de bataille. Les balles allemandes ricochaient sur le blindage incliné du char russe comme s'il s'agissait de simples graviers lancés au lance-pierre. La confiance excessive des Allemands causa leur perte. Ils pensaient que la campagne serait réglée en quelques semaines, bien avant l'arrivée de l'hiver. À cause de cette arrogance, ils ne s'étaient pas préparés au froid. Les soldats n'avaient pas de vêtements adaptés et les chars n'avaient pas de fluide capable de résister aux températures négatives. Le Tiger, qui sur le papier était le roi du champ de bataille, est devenu un éléphant blanc, un monument coûteux et lourd qui restait immobile pendant que les T-34 passèrent devant lui, opérant sans relâche, jour et nuit, comme si le froid n'était qu'un détail sans importance. Le contraste était humiliant. Alors que Hans, le tankiste allemand, devait lutter contre sa propre machine pour la faire fonctionner, Ivan, le soviétique, n'avait qu'à se soucier de débusquer l'ennemi. La simplicité du T-34 permettait de le réparer au milieu de nulle part, avec des outils de base. À l'inverse, le Tiger exigeait une équipe de spécialistes et des pièces qui mettaient des semaines à arriver d'Allemagne. C'était un combat entre la sophistication fragile et la rusticité inébranlable. Dans cette épopée, nous allons explorer comment l'acier et le courage se sont mêlés dans les steppes russes. Nous allons comprendre pourquoi les généraux des Panzers ont paniqué en réalisant que la guerre qu'ils avaient planifiée sur le papier n'existait pas dans la réalité brutale de l'hiver soviétique. Les chenilles des chars allemands broyaient le sol sec de l'Union soviétique avec une assurance qui frisait l'arrogance. Au début de l'opération Barbarossa, l'ambiance parmi les officiers de haut rang était à la certitude. La victoire n'était qu'une question de semaines, peut-être de mois. Le général Heinz Guderian, génie tactique de la guerre éclair, observait ses cartes et voyait ses divisions panzer avancer comme un couteau dans du beurre. Pour lui et pour le commandement allemand, l'armée soviétique était un colosse aux pieds d'argile, une force désorganisée qui s'effondrerait au premier coup sérieux. Ils avaient déjà dominé la France, la Pologne et presque toute l'Europe à une vitesse que le monde n'avait jamais vue. Pourquoi en serait-il autrement en Russie? Le plan était simple, avancer vite, encercler l'ennemi et écraser toute résistance avant que l'hiver ne montre le bout de son nez. Mais la réalité du champ de bataille ne suit pas toujours les scénarios de bureau. Tandis que les colonnes de chars allemands soulevaient des nuages de poussière dans les steppes russes, un sentiment de supériorité absolue habitait les soldats, comme Hans. À l'intérieur de son Panzer III, Hans se sentait invincible. Il faisait une confiance aveugle à l'ingénierie allemande, à la précision de ses optiques de visée et à la puissance de son canon. Pour lui, les Russes étaient technologiquement en retard, utilisant des machines vieilles et mal entretenues. C'était le récit officiel venant de Berlin, et jusque-là cela semblait vrai. Les Allemands gagnaient des kilomètres chaque jour, capturant des milliers de prisonniers et détruisant du matériel soviétique obsolète qui ressemblait plus à des pièces de musée qu'à des armes de guerre. C'est alors que le destin de la guerre a rencontré un obstacle que personne n'avait prévu. Par une journée chaude et étouffante, au cœur d'un paysage qui semblait sans fin, les unités d'avant-garde de Heinz Guderian tombèrent sur quelque chose de nouveau. Ce n'était plus un de ces chars légers et fragiles que les Allemands faisaient sauter d'un seul coup de canon. À l'horizon surgit une silhouette robuste, aux lignes agressives et dotée d'un blindage étrangement incliné. C'était le T-34, la création visionnaire de Mikhail Kochkine. L'ingénieur soviétique était décédé peu de temps auparavant d'une pneumonie contractée lors des tests épuisants du char, mais son héritage était là, prêt à infliger un choc de réalité aux envahisseurs. Hans, dans son char, repéra le T-34 et n'hésita pas un instant. Il donna l'ordre de tirer. Le canon de 37 mm, que les soldats allemands surnommaient ironiquement le frappe-porte, cracha le feu. Le projectile fila à haute vitesse et frappa de plein fouet le flanc du char soviétique. Le vacarme du métal contre le métal résonna sur le champ de bataille, un son sec et strident qui aurait dû signifier la destruction de la cible. Mais, à l'horreur de Hans, le projectile ricocha tout simplement. Il vit l'obus d'acier s'envoler vers le ciel comme s'il avait heurté un mur de caoutchouc, ne laissant qu'une égratignure superficielle sur la peinture vert-olive du monstre russe.
La panique commença à se propager par radio. D'autres chars allemands ouvrirent le feu, mais le résultat fut identique. Les obus frappaient et glissaient sur le blindage incliné que Mikhail Kochkine avait conçu avec tant de génie. Pendant ce temps, le T-34 ne s'arrêtait pas. Il avançait avec une agilité impressionnante pour sa taille, ses larges chenilles ignorant le terrain accidenté qui faisait souffrir les chars allemands. À l'intérieur du T-34, Ivan, le tankiste soviétique, ressentait l'impact des tirs ennemis comme de simples jets de pierre sur une voiture blindée. Il savait qu'il détenait un avantage que les Allemands ne comprenaient pas encore. Ivan pointa le canon de 76 mm du T-34 et fit feu. L'impact fut dévastateur. Le char de Hans n'eut pas la même chance. Le blindage allemand, droit et moins épais, fut percé comme du carton. Cette première rencontre provoqua ce que les historiens appellent le choc des chars. Le général Heinz Guderian, en recevant les rapports du front, fut frappé de stupeur. Il nota dans son journal sa profonde inquiétude en réalisant que les chars russes étaient supérieurs aux chars allemands sur presque tous les aspects techniques. La tactique de la Blitzkrieg reposait sur la vitesse et la capacité à détruire l'ennemi rapidement. Mais comment y parvenir si vos armes principales ne parviennent même pas à égratigner l'adversaire? L'ambiance optimiste des quartiers généraux allemands commença à s'évaporer, remplacée par une tension froide et tranchante. La confiance de Guderian fut ébranlée. Lui, qui avait toujours défendu la supériorité technologique allemande, voyait maintenant ses hommes mourir parce que leur machine était inefficace face au T-34. L'arrogance du début, pensant que la campagne de Russie serait une promenade de santé, laissa place à une lutte désespérée pour la survie. Les Allemands commençaient à réaliser qu'ils ne faisaient pas seulement face à une armée, mais à une force de la nature armée d'une ingénierie qu'ils avaient cruellement sous-estimée. Le T-34 n'était pas qu'un char, c'était le symbole d'une résistance qui n'acceptait pas la défaite. Pendant ce temps, dans les steppes russes, le paysage commençait à changer. Le soleil d'été cédait la place aux pluies d'automne, transformant le sol en une mer de boue collante, la redoutable Rasputitsa. Si les Allemands avaient déjà du mal à détruire le T-34 sur sol sec, dans la boue, la situation vira au véritable cauchemar. Les chars allemands, avec leurs chenilles étroites et leur mécanique complexe, s'embourbaient les uns après les autres. Ils restaient coincés, cible facile pour les contre-attaques soviétiques menées par le général Georgi Zhukov. Zhukov, stratège impitoyable, savait exactement comment utiliser la résilience des machines russes à son avantage. Il voyait le T-34 comme l'outil parfait pour épuiser les Allemands, exploitant chaque faille mécanique et chaque erreur de jugement des envahisseurs. Le contraste était brutal. Tandis que les Allemands se battaient contre leur propre équipement, tentant désespérément de réparer des transmissions brisées et des moteurs qui ne supportaient pas l'effort, les T-34 opéraient avec une simplicité rustique et efficace. Mikhail Kochkine avait conçu ce char pour être fabriqué en masse et utilisé par des soldats qui n'avaient pas le temps pour des formations longues et complexes. Ivan, le tankiste, n'avait pas besoin de réglages fins ou d'un entretien de bijoutier. Le T-34 était brut, bruyant et inconfortable, mais il fonctionnait quand on en avait le plus besoin. La perte de confiance parmi les généraux des panzers fut totale. Ils réalisèrent que la guerre de mouvement qu'ils aimaient tant se transformait en une guerre d'usure, où la quantité et la durabilité importaient plus que la sophistication technique. Guderian commença à envoyer des requêtes urgentes à Berlin, réclamant de nouveaux chars, de nouvelles armes, n'importe quoi qui puisse affronter le T-34 d'égal à égal. Pendant que les généraux allemands se creusèrent la tête pour comprendre la situation, la vérité est que leur cauchemar avait un nom, un prénom et un créateur obstiné. Au milieu du froid glacial de l'Ukraine, un ingénieur visionnaire nommé Mikhail Kochkine s'apprêtait à changer l'histoire du monde avec une idée qui semblait simple, mais qui relevait du pur génie brut. Kochkine n'était pas un homme de bureau, de ceux qui se contentent de dessiner sur du papier propre. C'était un homme qui comprenait la réalité du terrain, de la boue et de la sueur. Il savait que pour vaincre la machine de guerre allemande, il ne servait à rien de créer un char rempli de technologies sensibles qui tombaient en panne à la moindre poussière. Ce dont la Russie avait besoin, c'était de quelque chose de robuste, quelque chose qui encaisse les coups et qui puisse être fabriqué en série sans chichi. Mikhail Kochkine observait les chars de l'époque et y voyait des cibles faciles. Il réalisa qu'en inclinant le blindage,
Le projectile ennemi ne frapperait pas de face, mais glisserait comme s'il essayait de remonter un toboggan d'acier. C'était l'œuf de Colomb, une trouvaille de maître qui permettait d'économiser du poids tout en augmentant la protection de manière phénoménale. Mais convaincre le haut commandement de l'armée soviétique et Staline lui-même n'était pas une mince affaire. Beaucoup de hauts placés trouvaient son design trop simpliste, une sorte de bricolage moderne, mais Kochkine en avait sous le pied. Il savait que le T-34 était l'unique chance de survie contre l'avancée nazie qui montrait déjà les crocs à la frontière. Pour prouver que sa création était bien le croque-mitaine qu'il prétendait, Mikhaïl Kochkine prit une décision qui frisait la folie. En mars 1940, alors que la neige montait jusqu'à la poitrine et que le vent coupait comme un rasoir, il décida de conduire personnellement 2 prototypes du T-34 de Kharkov jusqu'à Moscou. On parle d'un voyage de plus de 2000 km sur des routes qui n'étaient en fait que des bourbiers gelés et des nids de poules sans fin. Ce fut un baptême du feu, une galère qu'aucun manuel d'ingénierie n'aurait pu prévoir. Kochkine était aux commandes, ressentant les vibrations du moteur diesel et l'odeur forte de l'huile brûlée envahir la cabine exiguë. Il voulait montrer que le T-34 n'était pas seulement un char, c'était un survivant. Durant cette épopée, le froid ne lui fit aucun cadeau. Mikhaïl Kochkine finit par attraper un rhume terrible, mais il refusa de s'arrêter. Chaque kilomètre parcouru était un camouflet pour les sceptiques. Lorsqu'il arriva enfin à Moscou et présenta les chars à Staline, le dictateur fut impressionné par la robustesse et l'agilité de la machine. Le T-34 ressemblait à un fauve prêt à bondir, avec ses larges chenilles qui ne s'enfonçaient pas dans la neige, tandis que les chars allemands s'embourbaient comme des éléphants dans des sables mouvants. Staline donna son feu vert, mais le prix à payer pour Kochkine fut trop lourd. La pneumonie qu'il avait contractée sur la route s'aggrava rapidement. L'homme qui avait donné au peuple soviétique son bouclier et son épée mourut peu après, sans voir sa création entrer au combat, mais laissant derrière lui un héritage qui ferait trembler de peur les généraux allemands. La philosophie de Kochkine était à l'opposé de celle des Allemands. Tandis que les ingénieurs d'Hitler voulaient créer des horloges suisses géantes, truffées d'engrenages complexes et de systèmes hydrauliques délicats, Kochkine voulait un tracteur de guerre. Le T-34 fut dessiné pour être piloté par des paysans qui n'avaient jamais vu de machine complexe de leur vie. Si quelque chose cassait, on réglait ça avec une masse et un peu de force brute. C'était cette simplicité qui permettait aux chars de continuer à rouler alors que le Tiger allemand restait à l'arrêt, attendant une pièce de rechange venant de Berlin. Le moteur du T-34 était un chef-d'œuvre de résilience. Il démarrait au quart de tour même quand le thermomètre affichait moins 30 degrés, chose qui plongeait des soldats comme Hans dans un désespoir total. Imaginez la scène aux abords de Moscou. Le soldat Hans est là, essayant de réchauffer le moteur de son Tiger avec un feu de camp sous le châssis, priant pour que l'huile ne se soit pas changée en gelée. Il est épuisé, ses doigts sont bleuis par le froid et son estomac crie famine. Soudain, il entend un rugissement métallique provenant de la brume blanche. C'est un son constant, rythmé, qui ne s'arrête pas. De la neige surgit la silhouette inclinée du T-34. Aux commandes se trouve Ivan, un jeune tankiste soviétique qui, malgré le froid brutal, sait que sa machine ne le laissera pas tomber. Ivan n'a pas le luxe d'un siège rembourré ou d'un système de visée électronique, mais il a un char qui avance, qui tire et qui écrase tout sur son passage. Cette différence de mentalité est ce qui a commencé à inverser la tendance. Le T-34 était l'équilibre parfait entre puissance de feu, mobilité et protection. Quand les premiers exemplaires apparurent sur le champ de bataille, les Allemands tentèrent d'utiliser leurs canons de 37 mm, qu'ils appelaient affectueusement les frappe-portes. Le problème est que, face au T-34, ces canons étaient comme des lancers de cailloux contre un mur de béton. Les projectiles allemands ricochaient simplement sur le blindage incliné de Kochkine, ne laissant qu'une éraflure sur la peinture, alors que le char soviétique continuait son avancée implacable. Ce fut un choc psychologique qui ébranla la confiance de l'élite militaire allemande. Le général Georgi Zhukov, qui connaissait bien la résistance de son peuple, sut utiliser cet avantage comme personne. Il n'avait pas besoin que chaque T-34 soit parfait. Il avait besoin qu'il soit là par milliers. Pendant que les usines allemandes mettaient des mois à assembler un seul Tiger, les usines soviétiques de Tankograd, là-bas dans l'Oural, recrachèrent des T-34 comme des petits pains sortant du four. C'était une production de masse que les Allemands ne pouvaient pas suivre.
le sacrifice de Mikhaïl Kochkine avait porté ses fruits. Il avait créé une machine qui possédait l'âme du peuple russe, dure, résistante et impossible à briser par l'hiver ou par l'ennemi. L'ironie de l'histoire, c'est que le général Heinz Guderian lui-même, dans ses rapports secrets, admit que le T-34 était le meilleur char du monde à cette époque. Il alla jusqu'à suggérer que l'Allemagne copie purement et simplement le design soviétique, mais l'orgueil arien ne le permit pas. Ils préférèrent continuer à essayer de réparer leurs machines compliquées pendant que le T-34 gagnait du terrain. À chaque bataille, à chaque kilomètre de steppe russe parcouru, la vision de Kochkine se révélait exacte. Le char n'avait pas besoin d'être beau, il avait besoin de gagner la guerre. Le vent souffle sur les steppes russes comme une lame tranchante, coupant la peau et glaçant l'âme de quiconque ose se mettre en travers de son chemin. La température chute à moins 35 degrés et le monde autour de Moscou se transforme en un désert blanc et mortel. Le général Heinz Guderian, l'homme qui a conçu la stratégie de la guerre éclair, regarde maintenant par la fente de son bunker et ressent le poids de son erreur de calcul. Dans son journal, il écrit d'une main tremblante le choc de voir sa machine de guerre autrefois irrésistible s'arrêter net. L'huile de lubrification, qui devait assurer le mouvement des engrenages parfaits des chars allemands, s'est transformée en une pâte visqueuse et inutile. Le carburant diesel des chars allemands a commencé à figer la paraffine, bouchant les filtres et transformant des moteurs de haute précision en tas de ferraille. Dehors, au milieu de nulle part, le soldat Hans tente désespérément de faire démarrer son Tiger. Lui et son équipage sont épuisés, les lèvres gercées et les doigts bleuissants sous l'effet du froid. Hans sait que si le moteur ne démarre pas, ils seront des cibles faciles. Ils tentent le tout pour le tout. Ils en arrivent à allumer des feux sous le char, risquant une explosion, juste pour tenter de faire fondre la glace qui bloque les roues et réchauffer le bloc moteur. C'est une scène de désespoir total. L'acier allemand, célèbre pour sa qualité supérieure, est en train de trahir ses propres hommes. Chaque fois que Hans pose la main nue sur un outil ou sur le blindage, la peau colle instantanément, et s'en détacher signifie laisser un morceau de soie sur le métal. Le froid n'est pas qu'un simple inconfort, c'est un ennemi qui n'accepte aucune reddition. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le décor est totalement différent. Le tankiste soviétique Ivan saute à l'intérieur de son T-34 avec une confiance qui frise l'insolence. Il n'a pas besoin de rituels complexes pour démarrer. Le moteur V12 diesel du T-34, fruit de la vision de Mikhaïl Kochkine, a été conçu pour cet enfer. Kochkine savait que la Russie n'était pas faite pour les amateurs. Il a conçu le char avec des tolérances plus larges entre les pièces mobiles. Pour un ingénieur allemand, cela passait pour du laisser-aller ou un manque de précision, mais pour l'hiver russe, c'était du pur génie. Quand le métal se contracte sous l'effet du froid extrême, les pièces allemandes se serrent et se bloquent. Sur le T-34, elles ont encore de l'espace pour bouger. Ivan tourne la clé, le moteur crache une fumée noire et dense, et le monstre soviétique prend vie, vrombissant bruyamment au milieu du blizzard. Le général Georgi Zhukov observe les rapports de situation et sourit. Il sait que la résilience des machines russes est ce qui va changer la donne. Pendant que les généraux allemands paniquent en voyant leurs armées immobilisées, les T-34 opèrent pendant 12 heures d'affilée, sans broncher. Les chenilles du T-34 sont larges, faites pour flotter sur la neige profonde, et la boue traîtresse de la Rasputitsa, tandis que les chars de Guderian s'enfoncent jusqu'au ventre, restant coincés comme des éléphants dans un marécage. Le contraste est brutal. D'un côté, la sophistication qui exige des soins constants et des conditions idéales, de l'autre, la simplicité brute qui prospère dans le chaos. Ivan et son équipage n'ont pas le confort des chars occidentaux, mais ils ont l'essentiel, le mouvement. Le T-34 avance dans les steppes russes comme un prédateur dans son habitat naturel. Le son des chenilles écrasant la glace est le seul avertissement que les Allemands reçoivent avant que le canon de 76 mm ne commence à cracher le feu. Pour Hans et ses compagnons, voir un T-34 surgir au milieu de la brume blanche, c'est comme voir un fantôme. Ils tentent de faire pivoter la tourelle de leur Tiger, mais le mécanisme est gelé. Ils tentent de viser, mais l'optique allemande, si précise et si chère, est embuée de l'intérieur à cause de la condensation et du gel. Ils sont des proies faciles pour la machine que Mikhaïl Kochkine a sacrifié sa vie pour créer. Dans les usines de Tankograd, dans l'Oural, le travail ne s'arrête jamais. Des milliers de femmes et d'adolescents travaillent jour et nuit pour assembler ces chars.
Il n'y a pas de temps pour les finitions esthétiques ou une peinture parfaite. L'objectif est la fonctionnalité extrême. Si le char fonctionne à moins 30 degrés et peut tirer, il est prêt au combat. Cette mentalité de production de masse et de résistance au climat est en train de broyer le moral allemand. Guderian réalise qu'il ne se bat pas seulement contre une armée, mais contre une force de la nature, qui a appris à utiliser le froid comme une arme. La souffrance aux abords de Moscou atteint des niveaux inhumains. L'odeur du métal gelé se mélange à celle de la fumée de bois et à la puanteur des corps que la glace préserve comme des statues d'horreur. Les soldats allemands commencent à porter des vêtements de civils russes, volant des manteaux de fourrure et des bottes de feutre, car leurs uniformes d'été, conçus pour une victoire rapide qui n'est jamais venue, sont inutiles. L'arrogance allemande d'avoir cru que la technologie vaincrait la géographie russe se paie en sang et en membres amputés par les gelures. Ivan, à l'intérieur de son T-34, ressent la chaleur qui émane du moteur. C'est une chaleur bruyante et malodorante, mais c'est la vie. Il sait qu'à chaque kilomètre qu'il parcourt, il venge les villes détruites et les familles disparues. Le T-34 n'est pas qu'un simple char pour lui. C'est la preuve que la volonté russe est plus dure que l'acier Krupp. Le général Zhukov commence à coordonner les contre-attaques, utilisant la mobilité supérieure de ses blindés pour encercler des divisions entières de panzers incapables de bouger pour s'enfuir. La panique parmi les commandants allemands est réelle. Ils envoient des messages désespérés à Berlin pour demander des solutions, mais la réponse est toujours la même: tenir la position. Mais comment tenir la position quand votre seule arme de défense est un morceau de métal immobile qui refuse de démarrer? Le Tiger, qui sur le papier devait être le roi du champ de bataille, est devenu un fardeau lourd et coûteux. La complexité de sa suspension avec ses roues imbriquées est un cauchemar technique. La boue s'infiltre entre les roues, gèle pendant la nuit et, au matin, le char est soudé au sol. C'est une erreur de conception basique que personne n'a prévue, mais que l'hiver russe ne pardonne pas. Pendant ce temps, dans les steppes, le T-34 continue sa marche. Il traverse des rivières gelées et des forêts denses où aucun char allemand n'oserait s'aventurer. La simplicité de Kochkine a vaincu la sophistication de Guderian. Alors que l'hiver resserrait son étreinte et que l'huile gelait dans les engrenages, une vérité amère commençait à hanter les nuits du général Heinz Guderian. Le problème n'était pas seulement le froid ou la boue qui engloutissait des divisions entières. Le mal était bien plus profond. Le conflit était devenu une guerre d'usine, un duel entre l'obsession de la perfection et la force brute de la nécessité. D'un côté, il y avait l'ingénierie allemande mondialement célèbre pour sa précision d'horloger. De l'autre, l'esprit de survie soviétique qui n'avait pas de temps à perdre avec des fioritures. Dans les ateliers allemands, l'ambiance rappelait presque celle d'une joaillerie de luxe. Chaque char Tiger qui sortait de la chaîne de montage était traité comme une œuvre d'art. Les ingénieurs d'Hitler voulaient la machine parfaite, le canon le plus précis, le blindage le plus sophistiqué. Mais cette perfection coûtait cher. Il fallait des mois pour achever un seul de ces monstres. Hans, le tankiste allemand, regardait son Tiger avec fierté, mais aussi avec crainte. Il savait que si une pièce complexe cassait au milieu de nulle part, il n'y aurait aucune pièce de rechange. Le char était incroyable, mais il était trop capricieux pour le chaos des steppes russes. C'était comme essayer d'emmener une Ferrari faire un rallye au beau milieu d'un bourbier. À des kilomètres de là, par-delà les montagnes, le décor était un cauchemar industriel nommé Tankograd. À Tcheliabinsk, dans l'Oural, la réalité n'avait rien de luxueux. Le général Georgi Zhukov savait que la seule chance de victoire était d'inonder le champ de bataille d'acier. Là-bas, les usines de T-34 tournaient à un rythme effréné, souvent sans même avoir de toit convenable pour protéger les ouvriers de la neige qui tombait à l'intérieur. C'était un effort de guerre total fait à l'arraché. Ivan, le tankiste soviétique, n'avait pas le confort de Hans. L'intérieur de son T-34 était exigu, bruyant, et sentait le gasoil et la sueur. Mais Ivan possédait un avantage qu'aucun luxe allemand ne pouvait acheter, la simplicité. Tandis que les Allemands utilisaient des vis de précision exigeant des outils spéciaux, le T-34 était fait pour être réparé avec une masse et un peu d'imagination. Si le char d'Ivan s'arrêtait de fonctionner, il descendait lui-même, donnait quelques coups là où il fallait, et la machine recommençait à vrombir. Cette différence de mentalité était ce qui rendait Guderian fou. Il voyait ses chars de dernière génération rester cloués au sol à cause de pannes mécaniques idiotes.
pendant que la marée rouge de Mikhail Kochkine ne cessait de monter. Kochkine était mort d'une pneumonie en tentant de prouver la valeur de son projet. Mais son héritage était bien là, vivant et se multipliant. Il avait compris ce que les Allemands avaient ignoré. En temps de guerre, le mieux est l'ennemi du bien. Un char qui fonctionne 100% du temps, même s'il est simple, vaut plus que 10 super machines qui passent leur vie à l'atelier. À Tankograd, la production était une pure folie. Des femmes qui avaient perdu leur mari au front et des enfants qui atteignaient à peine les machines travaillaient 12, 14 heures par jour. Ils ne fabriquaient pas seulement des chars, ils fabriquaient de la vengeance. Il n'y avait pas de temps pour polir l'acier ou soigner les finitions. L'objectif était la fonctionnalité pure. Le T-34 sortait de l'usine, montait directement dans le train et en quelques jours, il était déjà sur la ligne de front en train de tirer sur les envahisseurs. C'était une chaîne de montage qui semblait infinie, une production de masse que l'Allemagne, malgré toute sa technique, ne parvenait tout simplement pas à égaler. Hans, à son poste de combat, commençait à ressentir le poids du nombre. Il pouvait détruire 1, 2, 5 chars soviétiques avec son canon supérieur. Mais quand il regardait par son viseur, il en arrivait 10 de plus. C'était comme essayer de vider l'océan avec un seau. La logistique allemande s'effondrait. Les pièces du Tiger étaient si lourdes et spécifiques que les acheminer d'Allemagne jusqu'aux environs de Moscou était une mission impossible. De son côté, si Ivan perdait une chenille, il en récupérait une sur un T-34 détruit à proximité et réglait le problème en quelques minutes. L'ingénierie de précision allemande a fini par devenir son propre piège. Le Tiger était si lourd que les ponts russes ne supportaient pas son poids. Ses roues imbriquées, qui offraient une stabilité incroyable, accumulaient la boue et la glace pendant la nuit. Au lever du jour, la boue gelait et le char se retrouvait cloué au sol, devenant une cible facile. Pendant ce temps, le T-34, avec ses larges chenilles et sa mécanique rustique, passait surtout comme si l'hiver n'était qu'un détail. Zhukov comprenait parfaitement ce jeu. Il n'avait pas besoin que chacun de ses soldats soit un maître en mécanique. Il avait besoin de machines qui encaissent les coups et d'hommes qui n'avaient pas peur de se salir les mains. La vision de Kochkine avait créé l'équilibre parfait entre puissance de feu, protection et facilité de fabrication. C'était le bon char au bon moment, conçu de la bonne manière pour l'endroit le plus hostile du monde. Le contraste était brutal. D'un côté, l'arrogance de croire qu'une technologie supérieure vaincrait n'importe quel obstacle. De l'autre, l'humilité de comprendre que, au milieu de l'enfer, c'est la résistance qui compte. Guderian écrivait dans ses rapports le choc culturel que fut la rencontre avec le T-34, qu'il admettait que la supériorité allemande avait été remise en question par une machine qu'il jugeait primitive. Mais il n'y avait rien de primitif dans l'efficacité. Chaque jour qui passait, la confiance allemande fondait en même temps que la neige, non pas à cause du soleil, mais à cause du feu craché par les canons russes. L'industrie soviétique était devenue un monstre irrésistible. Alors que les usines allemandes étaient la cible de bombardements constants et souffraient de la pénurie de matières premières rares pour leurs chars complexes, Tankograd rugissait dans l'Oural, hors de portée des avions d'Hitler. Le sort de la guerre se scellait là, dans le fracas des presses hydrauliques et la chaleur des fourneaux soviétiques. La précision artisanale avait perdu face à la production à l'échelle industrielle. Hans et ses camarades avaient en beau être les meilleurs techniciens du monde, Ivan et sa masse avaient le soutien d'une nation entière qui avait appris à transformer l'acier en liberté. La simplicité brutale du T-34 n'était pas seulement un choix de conception, c'était le symbole d'un peuple qui refusait de tomber coûte que coûte. Et à mesure que les nouveaux modèles sortaient des usines, sans même recevoir une couche de peinture, le monde commençait à réaliser que l'équilibre du pouvoir avait définitivement basculé. La réponse allemande ne se fit pas attendre, non pas avec subtilité, mais avec le poids écrasant de 54 tonnes d'acier pur. Dans les usines du Troisième Reich, le désespoir se mua en une obsession. Créer quelque chose capable, enfin, de faire taire le rugissement des T-34 que Mikhail Kochkine avait éparpillé dans les steppes russes. C'est ainsi que naquit le Tiger Im, une bête mécanique qui semblait sortie d'un cauchemar de fer pour dominer le champ de bataille. L'atmosphère était désormais à une grandeur terrifiante, une terreur qui faisait trembler le sol avant même que l'ennemi n'apparaisse à l'horizon. Hans, notre tankiste allemand, observait cette machine et ressentait un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid, mais qui était de la pure fierté. Il opérait désormais à l'intérieur d'un véritable château mobile.
Le canon de 88 mm était le joyau de la couronne, une arme si puissante qu'elle pouvait pulvériser un blindé soviétique à des kilomètres de distance, avant même qu'Ivan ne sache d'où venait le tir. À l'intérieur du Tiger, Hans se sentait invincible, protégé par des plaques de blindage si épaisses qu'elle semblait ignorer toute tentative de résistance. C'était comme si l'Allemagne avait enfin trouvé la réponse définitive à l'humiliation subie aux abords de Moscou. Imagine la scène, mon pote. L'odeur à l'intérieur du char était un mélange de gasoil, de graisse et de la sueur froide d'un équipage qui savait qu'il avait le meilleur matériel du monde entre les mains. Quand le moteur Maybach vrombissait, ce n'était pas qu'un simple bruit, c'était une déclaration de puissance. Hans regardait par son viseur et voyait l'immensité des steppes russes d'un autre œil. Il n'était plus la proie, il était le prédateur. Le Tiger était imposant, un monstre qui forçait le respect et semait la panique partout où il passait. Si le T-34 était la simplicité efficace, le Tiger était le raffinement qui tuait. Mais tandis que le Tiger rugissait, une graine de doute commençait à germer dans l'esprit des commandants les plus expérimentés, comme le général Heinz Guderian. Il savait que la guerre ne se gagnait pas seulement par la force brute et la technologie de pointe, mais par la persévérance et la logistique. Et le Tiger, malgré toute sa prestance, était une machine extrêmement capricieuse. Il était trop lourd, trop complexe, un bijou d'ingénierie qui exigeait des soins que la ligne de front, au milieu de la boue et du gel, ne pouvait tout simplement pas offrir. C'était du grand n'importe quoi dans les ateliers de campagne. Le Tiger était un vaisseau spatial, mais il buvait du carburant comme s'il n'y avait pas de lendemain, et la logistique allemande était déjà à bout de souffle, proche du dépôt de bilan. Pour te donner une idée, le système de roues imbriquées, conçu pour répartir ce poids immense en douceur, était un cauchemar total pour les mécanos. Si une roue interne cassait, ou si la boue gelait entre elles pendant la nuit, le char restait bloqué. En plein combat ou sous un blizzard de moins 35 degrés, ce n'était pas qu'un défaut technique, c'était une sentence de mort. Pendant que Hans se reposait sur sa forteresse d'acier, le général Georgi Zhukov observait de l'autre côté, sachant que la quantité et la simplicité russes restaient des atouts majeurs. Le Tiger était un fauve solitaire, coûteux à produire et difficile à entretenir, tandis que les T-34 continuaient de sortir des lignes de montage de Tankograd comme des baguettes à la boulangerie du coin. La technologie allemande avait créé un géant, mais un géant aux pieds d'argile, dépendant de pièces délicates et d'une maintenance frôlant l'impossible dans ce décor de terre brûlée. La tension sur le champ de bataille était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Le Tiger entrait en scène comme le méchant d'un film d'horreur, capable de détruire des divisions entières s'il avait le temps et un terrain favorable. Mais le temps jouait contre le Reich. La complexité excessive, tant aimée des ingénieurs allemands car elle donnait une impression de perfection, devenait leur pire ennemi. Chaque Tiger qui tombait en panne ou s'embourbait dans la Rasputitsa était une victoire pour l'effort de guerre soviétique, sans même qu'Ivan ait besoin de tirer un seul obus. Le contraste était brutal et presque incroyable. D'un côté, le raffinement technologique qui échouait sous la pression de l'hiver et de la crasse, de l'autre, la rusticité du T-34 qui ne s'arrêtait devant rien. Hans commençait à réaliser que son château d'acier pourrait bien devenir son cercueil si la mécanique décidait de le lâcher au mauvais moment. Et dans les steppes russes, le mauvais moment arrivait toutes les 5 minutes. Le Tiger était le roi du quartier, mais un roi isolé, entouré d'ennemis qui n'avaient plus peur de son ombre, car il savait que même les monstres les plus forts finissent par s'épuiser sous leur propre poids. Guderian écrivait dans ses rapports ce choc de réalité. Voir un Tiger immobilisé par une transmission cassée, alors que les chars russes passaient sans encombre dans la boue, suffisait à faire dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel général. L'ingénierie allemande avait visé la perfection, mais elle avait oublié que la guerre est le royaume de l'imperfection, du chaos et de la saleté. Le Tiger était magnifique sur le papier et terrifiant lors des défilés, mais quand les choses devenaient sérieuses, c'était une diva qui exigeait une attention constante. Et Ivan, de l'autre côté, aux commandes de son T-34 à l'huile épaisse et au moteur de tracteur agricole, continuait d'avancer. Il n'avait pas le luxe du Tiger, il n'avait pas de visée télescopique dernier cri, mais il avait une machine qui démarrait du premier coup, même après 12 heures passées sous une neige qui gelait jusqu'aux pensées. La confiance de Hans s'effritait devant la réalité. Dans ce combat de David contre Goliath,
le géant commençait à trébucher sur ses propres pieds. L'entrée en guerre du Tiger a changé le ton des combats, apportant un niveau de destruction jamais vu. Mais l'arrogance d'avoir cru qu'une technologie supérieure vaincrait la résilience brute était sur le point de coûter très cher. Le Tiger était le symbole d'une Allemagne qui voulait dominer le monde par la technique, tandis que le T-34 était celui d'un peuple prêt à se battre avec ce qu'il avait sous la main, tant que cela continuait de rouler. La boue russe n'était pas qu'une terre mouillée, c'était une entité vivante, une masse affamée que les soldats appelaient la Rasputitsa. Cette mer de boue sombre et visqueuse engloutissait les bottes, les chevaux, et au grand désespoir du commandement allemand, paralysait les machines qui auraient dû gagner la guerre en quelques semaines. Imaginez le décor. La journée commence avec une température légèrement au-dessus de zéro, transformant les routes en rivières de chocolat fondu qui montent jusqu'aux genoux. Mais dès que le soleil se couche, le thermomètre dégringole à moins 30 degrés en quelques heures. C'est à ce moment-là que la fierté de l'ingénierie allemande, le redoutable Tiger, se transformait en une statue de métal inutile de 60 tonnes. Le grand coupable de ce cauchemar était un détail technique qui paraissait brillant sur le papier, mais qui devint une sentence de mort sur le terrain. Le système de roues imbriquées. Pour répartir le poids immense du Tiger, les ingénieurs allemands avaient créé une suspension complexe, où les roues se chevauchaient en plusieurs couches. C'était un chef-d'œuvre mécanique, offrant une grande souplesse de mouvement et une stabilité de tir optimale. Cependant, la Russie ne pardonne pas la sophistication qui ignore la réalité du terrain. Durant la journée, la boue s'infiltrait dans les interstices étroits des roues. La nuit, cette boue se changeait en glace solide, aussi dure que l'acier du char lui-même. Hans, le tankiste allemand, se réveillait en tremblant à l'intérieur de son monstre de métal, sentant le froid traverser ses épaisseurs de laine. Il savait ce qui l'attendait. Quand il essayait de démarrer, le moteur vrombissait, mais le char ne bougeait pas d'un millimètre. Les roues étaient soudées entre elles par la glace. La panique montait d'un cran. Pendant ce temps, à l'horizon, le son rythmé et sec des moteurs diesel soviétiques commençait à résonner. C'étaient les T-34 qui avançaient. Pour Hans et ses compagnons, la seule solution était un travail manuel harassant et périlleux. Ils devaient prendre des chalumeaux, allumer des feux sous le char, ou même utiliser des pioches pour tenter de briser la glace entre les roues. C'étaient des heures d'efforts désespérés sous le feu ennemi, juste pour réussir à faire avancer le véhicule. Tandis que les Allemands luttaient contre leur propre technologie, Ivan, le tankiste soviétique, pilotait une machine qui semblait parler la langue de cette terre. Le T-34 avait de grandes roues, simples et bien espacées. Il n'y avait aucun endroit où la boue pouvait rester coincée. Ses chenilles étaient larges, conçues pour flotter sur la neige profonde et la boue là où le Tiger s'enfonçait jusqu'au châssis. Pour Ivan, le froid était un ennemi commun, mais son char était un allié fidèle. Le design que Mikhail Kochkine avait défendu au péril de sa vie prouvait sa valeur à chaque kilomètre parcouru. Le T-34 n'était pas délicat, il était brut. Il ne demandait pas la permission à la nature russe, il passait simplement en force. Le général Heinz Guderian, l'homme qui avait pratiquement inventé la guerre éclair, observait les rapports avec des yeux creusés par la fatigue et la frustration. Il voyait ses généraux des panzers paniquer, envoyant des messages désespérés disant que les chars ne démarraient pas et que les pièces de rechange n'arrivaient jamais. Guderian réalisa trop tard que l'obsession allemande pour la perfection technique avait créé un monstre trop fragile pour la brutalité des steppes. Le Tiger était un duelliste d'élite, fait pour détruire l'ennemi à distance dans des conditions idéales. Mais la guerre en Russie n'était pas un duel de gentlemen, c'était une bagarre de rue dans un congélateur géant. À l'arrière-garde soviétique, à Tankograd, l'effort était surhumain. Hommes, femmes et même enfants travaillaient par roulement ininterrompu pour déverser des milliers de T-34 sur le front. La simplicité du projet permettait à des usines improvisées dans l'Oural de produire des chars comme on fabrique des clous. Le général Georgi Zhukov savait qu'il n'avait pas besoin d'une machine parfaite. Il avait besoin d'une machine présente au moment où l'ordre était donné. Il utilisa cette résilience pour tendre le piège final, tandis que les Allemands perdèrent du temps à réparer des suspensions complexes et à réchauffer des moteurs gelés. Zhukov déplaçait ses pièces sur l'échiquier à une vitesse que les nazis ne pouvaient plus suivre. Le point culminant de ce contraste eut lieu dans les grandes plaines de Koursk.
Là, le Tiger montra sa force brute, détruisant des centaines de chars soviétiques à distance. Mais pour chaque Tiger opérationnel, il y avait 10 T-34 qui avançaient, ignorant les pertes, ignorant le terrain, refermant le piège comme une meute de loups sur un ours blessé. L'effondrement moral des Allemands commença quand ils réalisèrent que, peu importe combien ils en détruisaient, l'armée d'acier de Zhukov ne cessait de croître. La technique allemande était en train d'être écrasée par la logistique et la simplicité russe. La retraite allemande fut jalonnée de destruction et d'abandon. De nombreux Tigers, les machines les plus chères et les plus puissantes de la guerre, furent laissés sur place sans avoir tiré un seul obus, simplement parce qu'ils étaient restés coincés dans la boue ou qu'une petite pièce de la suspension avait cassé sans espoir de réparation immédiate. Hans et ses amis étaient contraints de saboter leurs propres chars pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Soviétiques, fuyant à pied dans le froid, avec le goût amer d'une défaite née de l'arrogance de leurs propres ingénieurs. L'héritage de cette bataille n'est pas seulement resté dans les livres d'histoire ou sur les monuments de marbre à Moscou. Il est resté gravé dans la mémoire de chaque survivant qui a vu le monde basculer entre 1941 et 1945. La leçon était claire et douloureuse. Dans une crise humaine de proportions épiques, la sophistication qui s'isole de la réalité est un piège mortel. Le T-34 est devenu le symbole de la résilience, d'un peuple qui, même au bord de la famine et du froid, a réussi à créer quelque chose qui fonctionnait quand tout le reste échouait. Mikhail Kochkine n'a pas vécu assez longtemps pour voir la victoire, mais chaque moteur qui démarrait par moins 35 degrés était un hommage à son sacrifice. Aujourd'hui, quand nous regardons les carcasses rouillées qui reposent encore dans les steppes russes, nous nous souvenons que la guerre est le plus grand test d'humilité pour l'humanité. L'arrogance militaire allemande a été fondue par l'hiver et enterrée par la boue, tandis que l'effort collectif et la simplicité fonctionnelle des Soviétiques ont ouvert la route de Berlin. Le Tiger reste une icône de puissance brute et de beauté esthétique, mais le T-34 est l'icône de la survie. En fin de compte, ce n'est pas celui qui avait la meilleure ingénierie sur le papier qui a gagné, mais celui qui a réussi à faire tourner les roues dans l'enfer gelé de la réalité. Cette histoire nous enseigne que, face aux plus grands défis, le courage et la capacité d'adaptation valent plus que n'importe quelle technologie de pointe incapable de supporter les rigueurs du quotidien. La résilience humaine, alliée à des outils qui ne nous abandonnent pas, est ce qui décide réellement du destin des nations. Que les leçons de ces batailles épiques nous rappellent toujours le coût terrible de la guerre et l'importance d'être préparé à l'imprévisible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez ressenti le froid des steppes et l'odeur du gasoil brûlé, ne laissez pas cette histoire s'éteindre. Aimez cette vidéo pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines immersions dans les événements qui ont façonné notre monde. Partagez-la avec cet ami passionné d'histoire et laissez votre commentaire ci-dessous. Selon vous, laquelle de ces machines a réellement fait basculer la Seconde Guerre mondiale? La puissance du Tiger ou la persévérance du T-34? Votre avis est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer ces récits épiques. Quelle bataille ou quelle machine de guerre aimeriez-vous voir détaillée dans notre prochain documentaire?